d'ouvrir le bal des activités de la Semaine des réfugiés organisée par HCR Maroc et ses partenaires à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année. Cette journée intervient dans un contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Cette semaine, les réfugiés, la campagne qui vient avec, riche en activités. Bon, il y a plusieurs panels durant cette semaine. Nous avons la chance, le HCR nous a offert cette pour ouvrir ce débat avec le rôle des médias au niveau de la couverture des mobilités humaines et spécifiquement des questions des réfugiés. Nous sommes heureux d'être là. Je me présente, je suis Salah Dilme, je suis journaliste, je préside le réseau journaliste. Et il y a une année, le ACR et notre réseau, le réseau marocain des journalistes, avait organisé une conférence similaire au sein de l'ISIC, l'Institut supérieur d'information et d'éducation, pour faire le point sur les questions de couverture médiatique des réfugiés au niveau national. Donc pour cette année, nous avons opté pour une rencontre à dimension régionale, participation des journalistes des deux rives de la Méditerranée. On a des journalistes de la France et l'Italie, qui travaillent sur l'Italie et la France. Un journaliste une collègue de et une collègue. Et l'objectif, c'est de nous éclairer sur la situation des deux côtés de la Méditerranée. Et comme c'est le premier panel de cette nous aurons également avec les représentants de l'UHCR qui vont nous donner un peu la situation globale, mondiale et nationale. Également, on aura également un topo sur la situation au Maroc avec un représentant du Maroc. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté l'invitation. Nous saluons le public qui est présent avec nous. Et j'invite une nouvelle fois l'ensemble des participants à mettre en off leur micro. Je signale que mon son est pas très bien. Je vais essayer de. Est-ce que vous arrivez à m'entendre mieux comme ça? D'accord, donc on va partir comme ça sans les écouteurs, comme ça, c'est meilleure qualité de communication. Donc, je propose à nos 5 panélistes de se présenter. Donc, j'invite Dalil Aznati et du HCR Maroc de se présenter. Voilà, active ton micro. Euh, et voilà, tu peux te présenter si c'est possible. Merci. Nadine, bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dalila Zenati, je suis chargée des affaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc. Voilà tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que tu veux que je fasse une intervention directement, Saladine? Parfait, donc parfait. Une petite présentation comme ça, on rentre du sujet pour le premier axe. Anas, si vous pouvez vous présenter, Anas Alami du ministère délégué aux émiraux, chargé des émiraux. Si Anas. Merci, c'est Salah Din. Bonjour tout le monde. Je m'appelle en fait Saad, pas Anas Ami Merouni. Je suis chef de service du partenariat institutionnel au sein de la direction des affaires de la migration, au sein du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger. Ravi d'être avec vous pour cette réunion. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Saad, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également Cécile Debarge, qui est journaliste française et qui travaille entre l'Italie et la France. Voilà, moi, ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis basée à Palerme, en Sicile, donc relativement proche au final de vous, beaucoup plus en tout cas que quand je suis en France. Je couvre essentiellement les questions de migration pour la presse francophone, radio, documentaires télévisés et presse écrite. Ravie de faire partie de ce panel et merci de l'invitation. Merci à vous d'être là. On a avec nous notre consoeur de Tunisie, Mabrouka.
Mabrouka. Je pense qu'elle a un petit problème de son, donc on va revenir à Mabrouka tout à l'heure, peut-être. Mabrouka, je me permets de la te présenter, donc tu es... C'est bon maintenant? Bonjour. Ça va, ça marche, non? Ça marche, ça marche. Toutes mes excuses, je n'ai pas trouvé le bouton parce que c'est la première fois que j'utilise cette application. J'ai l'habitude de travailler avec d'autres applications et pendant la pandémie, on avait plein d'applications pour travailler online. Bonjour tout le monde, je suis Kedir Mabrouka. Je suis journaliste freelance en Tunisie. Je travaille comme journaliste reporter avec la chaîne allemande Deutsche Welle et la chaîne française TV5. Je suis également réalisatrice et productrice des films documentaires en Tunisie et je suis formatrice dans le domaine des médias. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, merci d'être avec nous et nous avons un panel d'une grande qualité, donc des débats prometteurs s'annoncent. Merci Mbroka encore une fois. Rita me signale qu'elle a un petit problème de micro. Est-ce que c'est réglé ou tu peux intervenir ou bien c'est pas encore le cas? Rita Zine. Donc Rita Zine est journaliste pour le média marocain Yabiladi, qui est un média leader sur les questions migratoires, les questions de la mobilité depuis plusieurs années. Rita couvre les questions migratoires, les questions depuis plusieurs années. Je pense qu'elle peut prendre la parole. Rita? Bonjour, maintenant je vous entends. Je commence tout juste à vous entendre, ça va? Parfait. On vous a demandé on vous demande de faire une petite présentation de votre travail, pourquoi vous êtes là. Moi je suis journaliste, je travaille au site d'information yabiladi.com et je suis membre du réseau marocain des journalistes des migrations. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui a un aspect déontologique dans le traitement des questions migratoires, dans la presse surtout écrite, mais aussi dans toutes les formes des médias. Et je profite de ma présence ici pour saluer les autres collègues, confrères et consoeurs. Merci Rita, merci. Donc, comme j'ai dit, on a un panel d'une grande qualité, donc des débats prometteurs s'annoncent. Donc, je salue aussi l'ensemble des participants, le public qui est avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions, de partager avec nous vos interventions, réflexions et témoignages sur ces questions. Donc, on va commencer avec un premier axe. On va prendre un premier axe sur la situation. Je pense que c'est important pour le démarrage de ces discussions, cet échange, savoir un peu la situation des réfugiés dans le monde du temps du Covid. Je vais demander à Dalila Zenati, chargée des affaires légales au HCR, nous dresser un peu la situation des réfugiés au niveau global et au Maroc, et en particulier dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Je vais te demander en 10 minutes nous faire ce topo-là. Je sais que c'est un peu difficile vu la complexité de la situation et les nombreux enjeux sur ce point-là. Toi, Dalila. Je n'arrive pas à activer mon micro. On t'entend très bien. Ah, bah, très bien. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier, Salah, pour cette introduction et sur ton implication et pour ton engagement. Et je voudrais au passage aussi remercier l'équipe des relations extérieures du HCR et l'organisation de cet événement d'importance. Donc, ma présentation s'articule en 4 temps. Le premier sera consacré au panorama global de la situation des déplacés forcés dans le monde à fin 2018, parce que nous ne pouvons pas encore dévoiler les données de fin 2019 qui seront justement publiées après-demain, jeudi. Et également, je parlerai de la situation actuelle des réfugiés à l'aune de la crise sanitaire mondiale. Pour un deuxième point, je vais parler de la situation spécifique au Maroc, des défis rencontrés à l'aune du Covid. La troisième partie sera dédiée aux réponses apportées
le HCR et ses partenaires. Et pour conclure, et en guise de transition, j'évoquerai aussi la question du rôle médiatique sur la question migratoire et d'asile. Donc, sans plus tarder, concernant la situation globale et spécifique à l'aune de la crise sanitaire mondiale, récemment a indiqué que les déplacements forcés affectent désormais plus d'1% de l'humanité et que de moins en moins de ceux qui fuient peuvent rentrer chez eux. Le rapport annuel également du HCR sur les tendances mondiales en 2018 indiquait que les personnes déplacées dans le monde ont atteint 70,8 millions de personnes. Il inclut donc 25,9 millions de réfugiés, 3,5 millions de demandeurs d'asile et 40,4 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Donc, comme j'ai dit plus tôt, les données 2019 vont être diffusées jeudi prochain à l'occasion justement de la journée mondiale des réfugiés et elles risquent d'être terrifiantes malheureusement dû à la recrudescence des conflits au Sahel notamment et la durée de plus en plus longue de certains conflits comme en Syrie, au Yémen ou en République centrafricaine comme vous le savez. Je rappellerai quelques faits marquants sur les déplacés forcés année. D'abord, de plus en plus les enfants. En 2018, par exemple, sur 2 était un enfant. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont été retrouvés seuls dans leur famille. Si je cite l'Ouganda, par exemple, on a enregistré 2800 enfants réfugiés âgés de 5 ans ou moins, seuls ou séparés de leur famille. Une autre réalité aussi, c'est qu'environ 80% des réfugiés vivent dans des pays voisins de leur pays d'origine, qui sont majoritairement des pays en développement, loin du mythe que la majorité des réfugiés vivent dans des pays développés. Aussi, le troisième constat est la durée. En fait, plus de 4 personnes réfugiées sur 5 sont dans des situations de déplacement qui durent depuis au moins 5 ans et une personne réfugiée sur 5 est dans une situation de déplacement qui dure depuis 20 ans, voire davantage. Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, le HCR estime que 167 pays jusqu'à présent complètement ou partiellement fermé leurs frontières, comme vous le savez, pour la propagation du virus. Au moins 7 États ne font aucune exception pour les demandeurs d'asile. Vous imaginez l'impact que cela peut avoir sur le droit des réfugiés, particulièrement le droit de demander l'asile aux frontières, justement, le droit d'accéder aux procédures d'asile ou le principe de non-refoulement, avec des risques accrus de renvoi vers les pays d'origine ou vers des pays où les risques pour l'intégrité des demandeurs d'asile réfugiés sont donc très élevés. Alors, dans certains contextes, justement, les mesures nationales de lutte contre la propagation du virus ont aussi eu de lourdes conséquences humains des migrants et réfugiés, avec une utilisation disproportionnée de la rétention des migrants, une augmentation du risque de violences sexuelles, des restrictions discriminatoires à l'accès aux services de santé et aux services sociaux et une perte dramatique des moyens de subsistance. Comme vous l'avez dû le constater, font glisser de nombreux réfugiés et d'autres personnes en marginalité vers la misère. Donc, dans ce contexte, le HCR a lancé un appel mondial aux États, donc les exhortant à gérer les restrictions aux frontières d'une manière qui respecte les normes internationales en matière des droits de l'homme et aussi de la protection des réfugiés, notamment par le biais de quarantaine et de contrôle sanitaire. Par exemple, les mesures de quarantaine peuvent constituer une protection légitime au droit de la circulation, mais à condition qu'elles respectent les normes internationales relatives aux droits de l'homme. En revanche, les problèmes de santé ne justifient pas le recours systématique ou arbitraire à la rétention des migrants. En tout cas, quelles que soient les circonstances, il faut se rappeler que le droit d'asile doit être respecté, sinon l'impact sur la protection des réfugiés peut être irréversible. Alors, le point sur la situation au Maroc, concernant la situation à 2020, le HCR 3 843 demandeurs d'asile et 7 300 réfugiés aux personnes en besoin avéré de protection internationale. Le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale est venu soit déclencher
soit exacerber certaines vulnérabilités chez les réfugiés, à commencer par la première qui est évidemment économique. Étant donné que la plupart des réfugiés travaillent dans le secteur informel, les restrictions professionnelles et de déplacement ont forcément un impact sur le revenu et les dominos sur l'accès à l'alimentation, au logement ou à l'économie. Le deuxième impact, il est social et de protection physique avec des risques d'expulsion par les bailleurs, de violences domestiques. Et la troisième est liée à l'impact psychologique dans un contexte qui peut, comme vous pouvez l'imaginer, exacerber certains traumas chez les réfugiés. Alors, quelle a été la réponse nationale, que ce soit des autorités ou du HCR? Vous le savez, les autorités ont pris plusieurs mesures pour endiguer la propagation du virus. Et dans les mesures de santé publique ont été adoptées avec une approche inclusive, c'est-à-dire incluant et les étrangers au même pied d'égalité pour tout ce qui est accès à la santé. En soutien total, justement, et en complément de ces mesures, le HCR s'est rapidement adapté afin de continuer à répondre à l'augmentation des besoins des réfugiés, de protection et d'assistance. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les mesures ont été prises sur 3 axes principaux. Le premier axe de communication et d'information vis-à-vis des populations sous son mandat. Le deuxième axe est la continuité de service, mais en mode virtuel. Et le troisième est le renforcement du travail de coordination avec les différents partenaires. Alors, pour citer quelques exemples concrètement, au niveau, par exemple, de la communication, nous avons mis en place plusieurs lignes téléphoniques dédiées aux des demandeurs d'asile et concernant leur protection, leur assistance, aussi des lignes dédiées d'enregistrement des demandes d'asile qui ont continué donc virtuellement et de détermination de statut de réfugié et un numéro additionnel aux urgences. Alors, les informations clés sont également véhiculées via les réseaux sociaux, via nos partenaires opérationnels ou soit aussi via les agents communautaires qui sont eux-mêmes des réfugiés qui ont donc été d'appui en termes d'identification des besoins de protection des populations et des informations. Alors, le deuxième point concerne évidemment le programme d'assistance financière. Il est habituellement dédié aux personnes, mais dans un contexte comme celui-ci et dans un esprit de solidarité, il était évident et indispensable, d'accord Salah, il était indispensable que le HCR réaménage de façon temporaire et à titre exceptionnel son assistance financière généralisée à tous les réfugiés. Évidemment, pour les services habituels, les services sociaux et psychologiques ou bien les assistances juridiques et d'accompagnement à l'insertion socio-économique, on a de façon adaptée au contexte, donc pour la plupart sous un mode à distance. Je finis avec le quatrième point pour marquer une transition peut-être avec les interventions des autres panélistes. Il s'agit de l'importance du rôle médiatique sur la question. En général, le contexte actuel en particulier, on a constaté… Dalila, je te propose de laisser cet aspect-là pour la deuxième partie, le deuxième axe qui concerne la couverture médiatique. Je pense que ça sera intéressant d'avoir ton point de vue. Tu nous accompagnes, tu accompagnes les médias depuis de longues années. C'est bien d'avoir aussi ton point de vue par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Salah. Merci pour cette synthèse. Je sais que ce n'était pas évident de synthétiser une année de travail. En plus, il y a le contexte du Covid. Donc, tous ces efforts et tout ce travail-là et tous ces enjeux aujourd'hui qui se trouvent multipliés par le contexte du Covid. Moi, je profite de la présence de Cécile Mbroka et Rita pour avoir un peu leur écho du terrain et un peu par rapport à la situation, que ce soit en Italie, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, pour avoir un peu le regard des journalistes par rapport à la situation des réfugiés précisément. Donc je vais vous demander encore une fois de me donner un peu votre regard en 5 minutes chacune. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc en 5 minutes chacune, si vous pouvez nous présenter un peu la situation du terrain, la situation de votre point de vue, de regard de journaliste.
Et avant, je salue, on a la chance d'avoir un panel avec une parité, ce qui est très rare aujourd'hui pour les panels sur les webinars sur Internet. Donc voilà, c'est à saluer, c'est un point que je voudrais saluer l'équipe du HCR qui a préparé tout cela. Ben, on commence, donc Mbroka, si tu veux commencer. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Tout d'abord, je vous félicite pour le choix de ce sujet parce que c'est très, très intéressant de parler de la couverture médiatique sur le sujet des réfugiés, notamment que l'accès à l'information, c'est un droit déjà pour les réfugiés et pour chaque individu dans le monde. Donc, les droits du réfugié signifient bien évidemment le droit à l'information. Donc, et l'information passe par les médias eux-mêmes et par les journalistes qui couvrent du sujet qui touche à la situation des réfugiés. Si on parle un petit peu de la situation, moi, comme journaliste, comment je l'ai vécu, en fait, j'ai couvert à travers mon travail comme correspondante la situation précaire des réfugiés en Tunisie parce qu'ils souffraient déjà, même avant la pandémie, d'une situation très difficile au niveau de la législation, au niveau de leurs droits aussi, au niveau de leur situation économique, au niveau de l'accès au travail. Et donc, cette situation s'est aggravée avec la pandémie. Et donc, nous, comme journalistes, on s'est trouvés devant une situation très difficile et on s'est trouvé devant la responsabilité de partager les expériences des réfugiés ou les demandeurs d'asile ou même les migrants qui sont nombreux ici en Tunisie. On sait déjà que la Tunisie est considérée comme un point de départ parfois, mais aussi comme un point d'installation pour des gens qui demandent l'asile ou qui sont réfugiés. Donc, au niveau des articles qui ont été publiés ou même les reportages ici dans les médias tunisiens n'étaient pas vraiment assez nombreux, à vrai dire. C'est plutôt la presse étrangère qui a traité ce sujet à travers les correspondants qui se trouvent ici. Et les médias tunisiens ont traité les sujets mais d'une manière informative, sans se focaliser plus sur l'analyse. Et du coup, on a trouvé que cette catégorie a été vraiment assez couverte par la société civile. Par exemple, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le FTDES, il a publié déjà un rapport qui a traité les différentes situations, les différentes problématiques que les réfugiés vivent en Tunisie. Sorry, pardon, c'est le fils de ma sœur. Et donc, de l'information était déjà une problématique pour les réfugiés. Et il y avait aussi l'absence de la transparence et les garanties de la procédure de détermination dans le statut réfugié. Il y avait aussi un peu le racisme qui existait déjà, mais qui était aussi une vraie problématique pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Il y avait des difficultés d'accès au marché de travail, il y avait des expulsions en plein désert, par exemple, et ça fait vraiment la polémique depuis un moment ici en Tunisie. Il y avait aussi un manque de prise en charge médicale pour les réfugiés ici en Tunisie. Donc, ils se sont trouvés perdus dans une situation très difficile. Donc, le travail de la société civile et les associations ont contribué à trouver des solutions, mais c'était surtout des solutions au moment de la pandémie, mais pas une solution durable, parce que c'est un sujet qui doit être vraiment traité même avant la pandémie, et c'est aggravé après. Donc, au niveau de la situation, de la couverture médiatique, on était sur l'information, mais on n'était pas sur l'analyse, on n'était pas sur, par exemple, l'investigation pour comprendre bien quelle est l'histoire de ces gens. Couverture médiatique précisément, plus en détail dans le deuxième axe. Je voudrais juste, moi, donc j'enchaîne avec Cécile sur la situation en Italie. Je sais que la situation est aussi compliquée qu'en Tunisie. Et comment tu as suivi ça en Italie?
Alors, en Italie, ça a été assez compliqué de suivre la situation, tout simplement parce que l'ensemble de l'attention du débat public était concentré autour des aspects sanitaires de la crise du Covid-19. L'Italie a été l'un des pays européens qui a été les plus touchés et de fait, il y a eu une couverture médiatique qui s'attache beaucoup aux questions de santé, au décompte des malades, des cas positifs, des morts. Ça a relativement occulté toutes les autres questions et en particulier les questions de migration. Pourtant, cette crise sanitaire a eu des effets sociaux extrêmement marqués et en particulier dans le sud du pays, là où je me trouve, où en réalité on avait beaucoup moins de cas de Covid-19, on avait une situation sanitaire absolument différente, mais les effets du confinement ont été beaucoup plus durs, beaucoup plus sévères, aussi bien pour les Italiens que pour les personnes en situation de migration qui très souvent, comme le disait très justement Dalila, sont déjà en situation de vulnérabilité. Très souvent, ils appartiennent à un secteur, des secteurs informels de l'économie et donc de fait, leur capacité à résister à un confinement est beaucoup plus limitée. Dans une ville comme Palerme, je vous donne un exemple très concret, en 2 semaines, on avait des personnes qui étaient au bout de leurs économies, qui étaient au bout peut-être des réserves de nourriture qu'elles pouvaient avoir et qui dépendaient entièrement des aides qui pouvaient être données par les institutions et, dans un premier temps, essentiellement par les associations. La problématique qui s'ajoutait à cela, au-delà de la précarité économique, effectivement, de l'impossibilité de travailler, c'est aussi le manque d'information. On avait des médias italiens qui donnaient beaucoup d'infos sur le Covid, mais cette information, elle était accessible en italien. Et pour toute une partie de migrants qui avaient un italien de survie, c'était vraiment compliqué de savoir comment se comporter, ce qui était permis, ce qui ne l'était pas. Un exemple très concret pour vous l'illustrer, c'est le cas des loyers. Il y a eu un moratoire sur les loyers pour les gens qui ne pouvaient pas payer les propriétaires. Et pourtant, on a assisté à des expulsions sauvages, entre guillemets, avec des propriétaires qui profitaient de la vulnérabilité de leurs locataires en situation de migration, qui profitaient du fait qu'ils n'étaient pas nécessairement informés de leurs droits et qui les expulsaient ou qui les menaçaient de manière extrêmement directe si les loyers n'étaient pas payés. Les solutions, entre guillemets, puisqu'évidemment, c'est des solutions d'urgence, des solutions à court terme, sont souvent venues de la société civile et sont souvent venues des communautés de migrants eux-mêmes qui sont organisés, qui ont organisé par exemple entre eux des récoltes de fonds d'argent pour payer les loyers des personnes les plus en difficulté. Voilà, d'un point de vue très pragmatique, je pense que c'est les éléments les plus importants. Je garde les autres pour la suite de l'intervention, mais en tout cas, il est évident que ça a renforcé à la fois la vulnérabilité et aussi l'invisibilisation de ces personnes et donc pour nous, en tant que journalistes, la difficulté d'accéder à leurs paroles et à leurs témoignages. Merci Cécile pour ce topo de la situation. Et effectivement, la situation est difficile des deux côtés de la Méditerranée. Donc, le Covid-19 a fragilisé encore plus les communautés de réfugiés. Et pour compléter ce tour d'horizon un peu de la Méditerranée, je prendrais le point de vue de Rita Zid par rapport au Maroc. Quelles étaient les observations que tu avais faites en tant que journaliste pour Yabiladi? Les observations au Maroc par rapport à la situation migratoire en pandémie, c'est vrai que, comme l'a dit Cécile, l'aspect sanitaire a nécessité énormément d'intérêt, de mobilisation, que ce soit au niveau de la société civile qu'au niveau des autorités. Mais cela n'empêche pas qu'on a continué à observer qu'il y avait encore des mises en échec de tentatives de migration. Donc, l'aspect sécuritaire n'a pas été oublié malgré la crise sanitaire, en traitement sécuritaire de la migration. Et par ailleurs, j'avoue que c'est surtout, comme l'a dit un éclaireur par rapport à la situation, les conditions de vie des personnes migrantes au Maroc en temps de pandémie.
son coupe. Rita, toujours avec nous? Rita, je pense que le son, on a perdu Rita. On va essayer de la reprendre tout à l'heure peut-être. On va aller directement à Saad, elle, du ministère. Du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger. Donc, en charge aussi des questions migratoires et des réfugiés. Saad, est-ce que tu peux nous résumer vos actions au sein du ministère? C'est bien un peu comme ça, du ministère. Qu'est-ce qui a été fait précisément sur les questions des réfugiés et aussi des migrants, parce que c'est la communauté la plus importante, mais spécialement sur les questions des réfugiés, durant cette période, durant ces 3 derniers mois, pour protéger, pour soutenir les communautés et aussi les associations peut-être qui soutiennent ces personnes. Vous avez 10 minutes pour nous présenter ça, s'il vous plaît. Merci, c'est Salahdine. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette réunion très riche par ses interlocuteurs. Donc, je peux dire au début qu'on se félicite tous d'avoir atteint la 7e édition de la Journée mondiale, c'est-à-dire de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés par cette semaine réfugiés au Maroc. Et on est toujours ravis de prendre part aux activités organisées par le HCR et par nos partenaires. Je passe directement au sujet. En fait, on comprend très bien que la situation du Covid, excusez-moi pour ça, la situation a affecté d'une manière internationale, je peux dire, un très grand nombre de personnes. Et nous, au Maroc, on n'a pas été immunisés contre ça. On comprend que en plus de l'impact sanitaire, le lockdown a exacerbé un peu plus la vulnérabilité de certaines populations. Nous avons tous pu assister aux discussions et aux débats au niveau national que la situation du lockdown va impacter un grand nombre de personnes, et pour cette raison, certaines mesures ont été prises pour un petit peu alléger cette situation. Là, puisqu'on est en train de parler d'une manière directe sur les communautés migrantes, et là, j'aimerais bien préciser que j'utilise la terminologie migrants avec M majuscule pour faire référence à l'ensemble des communautés migrantes au Maroc, que ce soit les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, au sein du ministère, nous avons commencé dès le début à penser à cette situation. Et nous avons bien compris que la communauté migrante pourra avoir un impact un peu plus grave, on l'estime, par rapport aux populations vulnérables au Maroc. Et on a essayé de même de commencer une certaine discussion avec l'ensemble des partenaires. Je peux dire que la mesure la plus importante à notre égard était d'avoir assuré une coordination interdépartementale en premier, et par la suite une coordination entre nos partenaires internationaux actifs sur le terrain, en plus d'un set de plusieurs ONG actives dans le domaine de l'assistance sociale et humanitaire des migrants. Je peux dire oui, certains de nos partenaires avec lesquels nous avons des partenariats, des projets en commun, comme Dalila l'a précisé au début, certains budgets alloués à des actions, on les a redirigés vers plus d'actions d'assistance directe aux communautés migrantes au Maroc, en plus de la revue de plusieurs autres projets pour un petit peu dévier ces actions qui ne paraissaient pas assez importantes durant cette situation du Covid-19, mais de les réorienter vers des actions d'assistance directe aux migrants, vu l'urgence qui a été signalée à cet égard. Donc, je peux dire que nous étions dans une fréquence journalière de discussion avec nos partenaires pour savoir qu'est-ce qui a été fait afin, d'une part, de faire un recensement des besoins réels des migrants, des communautés migrantes à ce point-là, mais aussi pour éviter les doubles activités, les doubles actions au niveau des bénéficiaires, mais aussi au niveau des activités qui ont été mises en place. Et bon,
je dois dire qu'on devrait remercier beaucoup nos partenaires parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour répondre à ces besoins-là, à un moment où d'entre nous étaient en train de faire leur travail de chez eux. Plusieurs des acteurs ont été sur le terrain pour être en contact avec les migrants, pour les assister, que ce soit en termes d'assistance sanitaire ou bien en termes d'assistance humaine, denrées alimentaires, etc., etc. Et donc, à travers ce travail de communication, je dirais vraiment exhaustive au niveau national, parce qu'on ne s'est pas limité uniquement à nos partenaires habituels ou bien à nos partenaires associatifs actifs avec nos projets dans des projets communs, c'est-à-dire qui ont été financés par le ministère, mais nous avons étendu notre communication pour atteindre d'autres associations qui n'avaient pas vraiment cette vocation d'assistance de migrants dans leur répertoire de travail, mais que nous avons vu qu'ils ont intégré les populations migrantes dans les actions qu'ils mettaient en place. C'était vraiment, quoique c'était des activités limitées en espace, c'est-à-dire des activités au niveau du quartier, au niveau de la ville, mais il y a une conscience qui a été développée au sein de ces associations du besoin d'assistance aux migrants. Il y a aussi quelque chose que je devrais mentionner à cet égard, qu'on devrait aussi saluer les efforts qui ont été déployés par les autorités locales et les autorités territoriales, parce que plusieurs des agents d'autorité ont agi en termes de renforcement de conscience sur les besoins des communautés migrantes. J'ai entendu que cette crise les a rendus un petit peu invisibles et j'adhère à cette hypothèse parce que en restant chez soi, en n'étant pas visible, que ce soit aux prestataires de services, que ce soit aux autorités, mais nous avons pu, à travers ce travail de collaboration, et aussi grâce à cette conscience qui a monté en termes de connaissance et de recherche des besoins des migrants, nous avons pu de plus ou moins répondre à un grand nombre des attentes des populations migrantes à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous avons fait, je ne prétends pas à l'idéalisme. Je comprends qu'il y a plusieurs migrants qui sont actuellement et qui ont pu souffrir de l'impact du Covid, mais je veux dire que ce soit au niveau institutionnel ou bien au niveau du partenariat, la communauté migrante a été prise en grande considération dans la mise en œuvre de plusieurs activités. Je mentionne également une autre chose, c'est qu'en discutant avec le ministère de la Santé, le site dédié aux informations sur le Covid-19, il y a toute une page. Je termine avec ça, c'est Salahdine. Il y a, je ne sais pas si vous avez pu la remarquer ou non, il y a une rubrique dédiée à la population migrante résidente au Maroc, en mentionnant que aussi les migrants sont en train de bénéficieront en cas d'atteinte de cette maladie des mêmes services. Et nous avons pu voir qu'il y a eu plusieurs étrangers, notamment de la population migrante, qui ont été victimes de cette maladie, mais heureusement qui ont été pris en charge par les autorités sanitaires dans plusieurs coins du Maroc, donc notamment dans la région de Marrakech. Merci Saad, merci Saad Alami du Je vous en prie. ministère en charge des MRE et qui nous a dressé un peu les activités, les actions menées par le ministère. Certainement, comme tu as dit, c'est pas l'idéal, mais il y a beaucoup d'efforts et en tous les cas, cette pandémie a mis à dure épreuve les politiques publiques en général destinées aux populations locales comme les populations étrangères. Et beaucoup de choses sont à revoir certainement, notamment l'inclusion de ces populations dans les programmes d'aide, notamment tout ce qui est aide financière. Donc il y a eu des protestations notamment des travailleurs dans l'informel qui n'ont pas pu accéder à... Pourtant ils ont été régularisés, mais ils n'ont pas pu accéder à ces programmes d'aide financière. Donc maintenant, voilà un peu la situation globale. Donc il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de vulnérabilités qui s'ajoutent à la vulnérabilité déjà d'une population qui a quitté son pays d'origine, un exil forcé. Mais la question aujourd'hui, dans cette deuxième axe, c'est comment les médias ont couvert cette vulnérabilité. Comment ils ont répondu, présent ou pas, à cette vulnérabilité.
à travers du reportage, à travers des portraits, à travers du travail sur le long cours. C'est pas évident parce que les journalistes aussi étaient confinés. Plusieurs d'entre eux avaient des conditions difficiles, donc il y avait des restrictions sanitaires. Donc, pour nous parler de comment les médias ont couvert cette pandémie et la question des réfugiés, je vais demander à Cécile d'en parler un peu. Comment tu as, tu as vu le travail des médias de ton point de vue, que ce soit en France ou en Italie, comment ils ont couvert cette crise des réfugiés qui s'est démultipliée avec la crise sanitaire. Alors, en tant que correspondante pour les médias français en Italie, c'est vrai que j'aurais 3 remarques de forme à de fond. Les remarques de forme, la première est que les questions de réfugiés, les questions de migration en général ont toujours été extrêmement présentes dans le débat médiatique italien, et qui dit débat médiatique dit média politique. Les deux ont toujours été très liés. Les deux questions ont été encore plus présentes lorsqu'on a eu le chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui a accédé au poste de ministre de l'Intérieur, et on a vu dans la couverture médiatique une espèce de permanence de couverture à travers les propos politiques. C'est-à-dire qu'en soi, ce qui n'était plus tellement intéressant, c'était ce qui se passait autour des réfugiés, c'était plutôt ce qu'en disaient les hommes politiques. Ça a monopolisé le débat pendant extrêmement longtemps. En Italie, ça a été beaucoup moins le cas au cours de la pandémie, simplement parce que le débat politique était concentré sur autre chose. Il était évidemment obnubilé par les questions de gestion de la crise sanitaire, et ça a fait passer, je dirais même pas au second plan, mais peut-être au 10e plan, les questions de migration. Donc c'est vrai que d'un point de vue de la rhétorique politique, et de fait, sa couverture médiatique, ça a été beaucoup moins présent. Il y a 2 thèmes, toutefois, et ce sont mes 2 remarques suivantes qui ont été extrêmement traitées par les médias italiens. Le premier, c'est la question des naufrages, dans la mesure où, avec la pandémie, on a une interdiction pour les navires de sauvetage de se rendre en Méditerranée centrale. On a eu plusieurs semaines de relatifs blackout médiatiques sur ce qui se passait en Méditerranée, alors qu'on savait, notamment par les associations et par la société civile, que les bateaux continuaient d'arriver, que sur l'île de Lampedusa, des arrivées autonomes avaient lieu, et pourtant, on n'avait absolument aucune info. Je veux dire, moi, c'est des informations auxquelles j'avais accès parce que j'étais en contact et je suivais le travail de contrôle de la part de ces associations-là. Ça a été extrêmement problématique dans la mesure où, si on n'a pas d'informations, il y a des événements extrêmement graves qui se produisent dans le silence le plus total. Je pense notamment au naufrage, et je pense à la période de Pâques où pendant un week-end, on a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont disparu sans qu'on ait absolument aucun décompte, aucune demande aussi de compte rendu de la part des médias. Ça a été couvert par des médias qui en général sont assez bons et qui offrent une couverture assez exhaustive sur ces questions, mais ça n'a pas du tout fait la une des médias comme ça l'aurait peut-être fait dans un contexte différent. Récemment, mais je pense que ma collègue tunisienne en parlera beaucoup mieux que moi, on a eu un naufrage au large des îles de Kerkena. On en a beaucoup parlé dans la presse italienne, beaucoup moins dans la presse française. J'ai envie de dire que malheureusement, de ce point de vue-là, la presse française arrive avec encore un temps de décalage par rapport à la presse italienne, simplement aussi de la distance géographique entre l'Italie et la France. Et puis la 3e remarque de fond, et la dernière, c'est que l'autre thème qui a été extrêmement traité sur ces questions-là, ça a été la régularisation, enfin le décret de la part du gouvernement italien et par la ministre de l'Agriculture de la régularisation des travailleurs domestiques, c'est-à-dire soit les personnes qui assistaient les personnes âgées, soit les femmes de ménage, soit les travailleurs agricoles, et de proposer une régularisation de cette main-d'œuvre migrante qui souvent a eu, pour des raisons X ou Y, l'impossibilité de se mettre en règle d'un point de vue administratif, parce que justement avec la fermeture des frontières, justement avec cette situation de pandémie, l'Italie s'est retrouvée face à un véritable problème qui était: comment récolte-t-on nos matières premières
sans avoir accès à cette main-d'œuvre. Là où je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu garder ce point pour la fin, c'est que ça a permis de changer de narration sur les questions de migration, puisqu'effectivement, là où d'habitude on entend beaucoup que les migrants prennent des emplois ou demandent des emplois, sont dans des situations d'assistanat extrêmement fortes, là on s'est rendu compte qu'il y a un pays dont l'économie repose sur leur main-d'œuvre, sur leur présence et sur leur force de travail. Je trouve que c'est intéressant et ça mérite d'être souligné. Ça appelle toutefois à ma quatrième et dernière remarque sur la forme cette fois, et je rejoins tout à fait les propos de ma collègue tunisienne qui déplorait le manque d'analyse, le manque d'investigation. Il est évident qu'avec des journalistes qui étaient confinés, avec d'autre part une population qui, pour les raisons qu'on a évoquées auparavant, a été rendue plus invisible, on a eu extrêmement peu de formats de terrain, extrêmement peu de reportages, extrêmement peu de travaux au long cours. On a eu essentiellement des faits bruts, secs et qui nous restituent parfois difficilement les enjeux de ces questions-là. Je pense notamment au décret qui a été promulgué. Pour l'instant, très très rares sont les articles qui nous disent si ça a marché, si ces migrants ont pu accéder grâce à la régularisation de leur situation administrative à tout un tas de services, etc. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, l'enjeu, je pense, face auquel nous nous trouvons en tant que journalistes, c'est de reprendre le temps et de retrouver l'espace dans nos médias respectifs, d'avoir des formats analytiques sur ces questions-là. Merci Cécile, merci de rappeler l'invisibilité du sujet, qu'on est face à un sujet qui a été sous-traité. Il y a un undercover sujet aujourd'hui, il n'a pas été couvert assez pour plusieurs raisons. Et aussi qu'on a manqué par moment, vu le contexte, mais aussi vu le contexte politique, de couvrir cette situation-là. Et aujourd'hui, après le confinement, les médias sont appelés à améliorer et multiplier la couverture médiatique sur ce sujet. On poursuit notre tour d'horizon régional avec Mbroka. Je ne sais pas si tu es toujours là. Mbroka, est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation en Tunisie? Tu avais démarré tout à l'heure. Oui, en fait, de dire que contrairement à l'Italie, la question migratoire en Tunisie n'est pas assez traitée de la part des médias tunisiens. Le traitement et la couverture médiatique des questions qui touchent aux réfugiés, aux demandeurs d'asile ou aux migrants, ce sont des couvertures occasionnelles. Par exemple, les derniers jours, on parle du naufrage de Cartena, mais après, c'est fini et on passe à autre chose. Et donc, la question migratoire doit rester toujours à la une des médias pour qu'on puisse vraiment changer, parce qu'en Tunisie, malheureusement, on n'a pas vraiment un plan national pour informer spécifiquement ces communautés et les orienter vers des permanences. Par exemple, au moment du Covid, il y avait quand même un manque énorme d'informations, comment ils peuvent avoir l'accès aux hôpitaux, comment ils peuvent avoir l'accès aux associations pour qu'ils puissent avoir des aides alimentaires et l'abri, parce qu'on a vécu aussi avec les migrants une situation très difficile, parce que eux, ils vivent ici et les locataires se sont trouvés devant des situations difficiles économiquement et beaucoup de réfugiés, beaucoup d'immigrants étaient obligés de quitter leur maison parce qu'ils ne sont pas capables de payer le loyer. Donc, nous, comme journalistes, par exemple, moi, j'ai accompagné pas mal d'immigrants, mais il y avait des médias, surtout au début du confinement, il n'y avait pas la possibilité de les accompagner. Et là, ça minimise un peu la question de raconter ces histoires pour qu'on puisse changer et qu'on puisse faire de la pression pour la prise en charge de ces réfugiés. Aussi, le deuxième point qui est vraiment un point très intéressant, c'est que les médias en Tunisie ont une majorité arabophone. Et du coup, on se trouve devant des médias qui passent l'information en arabe avec des migrants et des réfugiés qui ne sont pas arabophones. Et du coup, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire et l'information ne passe pas. Et du coup, moi-même, comme journaliste, j'étais parfois obligée d'appeler
par téléphone des réfugiés que je connais moi-même ou des migrants pour leur expliquer que le ministère, par exemple, des Affaires sociales ou le ministère de l'Intérieur a mis en place un programme d'aide ou pour les orienter vers les permanences d'accès aux soins de santé et les services de prévention. Aussi, peut-être je peux aussi dire ici que les autorités tunisiennes ont fait quand même un effort remarquable. Je me rappelle, par exemple, le 10 avril, il y avait 3 ministères qui sont le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales et le ministère de relations avec la société civile. Ils ont déjà arrêté les procédures, par exemple les dates de visa et de permanence pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, mais aussi pour les migrants. Et cette initiative a aidé vraiment ces gens à avoir l'accès aux aides. On a arrêté, même s'ils n'ont pas leur résidence ici, même s'ils n'ont pas eu la prolongation de leur visa, ils ont la possibilité à l'accès à la santé et aussi aux aides financières. Donc, je crois que la question migratoire, la question des réfugiés, elle a été traitée de la part des journalistes, mais d'une manière informative, sans avoir raconté les histoires, sans avoir un travail d'analyse profond qui peut aider à changer la situation de ces gens. Et aussi, peut-être, je peux noter la centralisation des médias ici à Tunis. Par exemple, nous, en Tunisie, dans tout le territoire tunisien, il y a des réfugiés, par exemple, au sud de la Tunisie, il y a des centres d'accueil pour des réfugiés. Mais la région du sud n'est pas vraiment assez active au niveau des médias. Tout se passe ici à Tunis, la capitale. Du coup, la voix de ces gens qui existent au sud tunisien ne peut pas être entendue par la population. Et permettez-moi de dire que moi-même, comme citoyenne, pas comme journaliste, j'ai essayé de ma part d'aider des gens, j'ai essayé de partager, par exemple, sur les réseaux sociaux, les appels à aide de la communauté, par exemple, ivoirienne ou congolaise. J'ai essayé de passer ces messages à travers les réseaux sociaux pour que les Tunisiens puissent aider ces gens. Et là, je crois que c'est une responsabilité partagée par la société civile et l'État. Et le résultat que nous avons, en fait, la situation précaire des réfugiés, c'est une situation précédente, en fait. C'est aggravé, oui, à travers la pandémie, mais même nous, comme journalistes, on n'a pas assez traité le sujet de la migration, même avant la pandémie, pour qu'on puisse avoir une bonne analyse de la situation de ces gens. Donc, il y a quand même quelques articles qui ont été publiés. De la part de la télévision, il n'y avait pas grand-chose qui a été vraiment fait au niveau de la presse tunisienne nationale. Il y avait quelques plateaux, mais ce n'était pas vraiment au niveau de la misère et de la situation très difficile que les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants ont vécu ici en Tunisie. Ils le vivent jusqu'aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on a le déconfinement. On a des centaines de bateaux qui partent de beaucoup de points de départ en Tunisie. Et c'est à ce moment-là, quand il y a un naufrage ou quand il y a des morts, qu'on commence à parler de ce sujet. Donc, ça doit être vraiment un sujet traité tout au long de l'année pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avoir une stratégie nationale tunisienne qui peut trouver des solutions à ces gens. Parce que jusqu'aujourd'hui, la société civile, les hommes politiques aussi appellent les autorités tunisiennes à trouver une bonne stratégie, une bonne politique migratoire qui peut aider à ces gens à rester ici en Tunisie d'une manière digne et qui pourront avoir l'accès à la santé, l'accès au travail, par exemple. Ce sont des gens qui n'ont pas des papiers et ils restent pour des années. Et donc, ce sont des polémiques et
des problématiques qui doivent être traitées d'une manière durable de la part de la presse tunisienne. Peut-être après, je donnerai quelques recommandations pour avoir la possibilité de bien couvrir ce thème migratoire en Tunisie. Absolument. C'est l'objectif de cette séance aussi, c'est de recueillir nos recommandations, celles des panélistes, celles des participants, pour améliorer, être dans un travail de cumulation et de construction d'un traitement médiatique équilibré et professionnel de ces questions. Je prendrai maintenant Rita pour nous parler un peu du Maroc. Je sais que votre média a traité des questions migratoires, des réfugiés. Est-ce que tu peux nous faire rapidement, s'il te plaît, la situation, comment tu as vu ça de ton point de vue de journaliste? Est-ce que tu nous entends déjà? Non, pas encore, Rita? Rita Zine. Je crois que Rita a des difficultés de connexion. On prend directement Delila. Delila Znati voulait tout à l'heure intervenir et ça sera l'occasion de passer au troisième axe, de parler un peu de comment le HCR, vu que le HCR travaille beaucoup avec les médias, et il a aussi ses propres médias que sont ses réseaux sociaux, que sont les contenus qu'il produit, son point de vue aussi de communication, de sensibilisation. Comment, Dalila, vous avez travaillé avec les médias? Quelles seraient les recommandations que vous pouvez proposer aux médias et aux journalistes sur ces questions? Merci Salah. Vous me recevez? Très bien, très bien. Très bien. Alors, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en général, et puis dans le contexte actuel en particulier, nous avons à quel point le traitement médiatique était un vecteur majeur, des fois rassurant, des fois anxieux, très souvent informatif, et on l'a tous vécu, je pense, en particulier du sanitaire mondial. Vous imaginez donc bien le rôle déterminant joué par les médias dans le traitement de la question migratoire et d'asile et que cela peut avoir, même en termes d'accès aux droits et de promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale, par exemple. Donc, l'investigation et les messages véhiculés par les médias seront déterminants dans la mobilisation de l'opinion publique et des politiques. C'est pour ça que c'est important de rester très sur ces aspects-là, de leur donner la visibilité qu'il faut, mais avec une approche droit. La terminologie employée aussi va également avoir une aspect importante sur la protection et l'accès au droit. La précision conceptuelle quand on parle d'un réfugié, quand il s'agit effectivement d'un réfugié ou d'un demandeur d'asile, peut promouvoir le respect des droits conventionnels de ces populations, tels que l'accès au territoire, lorsqu'il y a des afflux, par exemple, avec vu dans la crise, ce qu'on a appelé la crise de migration ou de réfugiés vers l'Europe, l'accès aux procédures d'asile, le principe de non-refoulement. Donc, le thermomètre peut être les médias. C'est pour ça qu'il y a une vigilance accrue qui doit être apportée dans le traitement médiatique qu'ils font de cette question-là. Et je conclus donc en insistant sur l'approche droit, qui n'est pas seulement l'apanage de cette crise mondiale sanitaire, mais de façon générale au niveau d'action médiatique, juste. Merci. Merci Dalila d'avoir fait ce rappel important du rôle des médias qui peuvent jouer, que ce soit un rôle d'apaisement, de médiation, bien un rôle anxiogène. Et aussi, j'ajouterais aussi le rôle aujourd'hui prédominant des réseaux sociaux qui deviennent un vecteur aussi, qui peut aussi être un vecteur de sensibilisation, mais aussi un vecteur de discours de la haine. Monsieur Saad Alami, quelles seraient vos recommandations, vos propositions pour qu'on puisse avoir et atteindre ce traitement médiatique équilibré, professionnel des questions migratoires et des réfugiés, sachant que les réfugiés, ils ont les spécificités d'être encore plus invisibles. Vu le cas du Maroc, nous sommes sur une population de 10 000 personnes, une population en faible nombre que par rapport aux migrants qui sont un peu plus importants.
Merci, c'est Salahdine. En fait, je ne peux qu'adhérer qu'aux propos qui ont été avancés par Delila. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est plutôt que les médias puissent avoir plus de conscience sur la thématique de la migration. On comprend très bien que depuis la mise en place de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, on a vu qu'il y avait avant un traitement médiatique de la thématique d'immigration au Maroc, bien évidemment selon un contexte que nous le connaissons tous, c'était plutôt une immigration de transit, une immigration plutôt irrégulière, avec le type de couverture qui est parti avec. Mais d'après l'instauration de la stratégie nationale d'immigration et d'asile en 2013, nous avons vu à la fois un shifting en termes du langage, je dirais, ou bien du discours de l'État vis-à-vis de la migration, une nouvelle politique qui signifie une nouvelle forme de migration, plutôt d'installation, un discours qui vise plutôt la question de l'intégration, du vivre ensemble, de la résilience et de l'amélioration des conditions des populations migrantes au Maroc. Et avec, nous avons vu, bien évidemment, avant et après, ensuite, il y a eu une importance assez particulière par les journalistes. Certains journalistes, je dis, parce que comme dans la Tunisie, comme ça a été proposé par Mme Brouka, le cas il est un peu similaire au Maroc. La migration dans les médias reste quelque chose, je dirais, qui part de l'intérêt personnel du professionnel médiatique au Maroc. Ça peut être une cause, ça peut être un intérêt académique et à la fois médiatique. Et c'est grâce à ces personnalités que nous avons pu voir la naissance d'un discours médiatique spécialiste en migration. Et là, nous saluons cette idée de création de réseaux thématiques sur les migrants, comme le vôtre, c'est Salahdine, mais bien évidemment d'autres réseaux qui sont installés au Maroc, ça d'une part. Et d'autre part, il faut tenir en compte que la question des médias, pour nous, au sein du ministère, elle est prise en considération dans un contexte un peu plus global. La stratégie nationale d'immigration et d'asile prévoit dans ses 11 programmes un programme qui est particulièrement lié à la communication, à la gouvernance et à la communication. Et plusieurs actions incitent ou bien invitent à donner plus d'importance dans la question du traitement médiatique, mais aussi à améliorer la qualité du traitement médiatique. Bon, c'est Salahdine, je ne suis pas vraiment un expert en termes de médias, mais pour avancer des recommandations pour vous. Mais ce qui me paraît un petit peu important dans ce contexte, c'est plutôt ce que nous avons stressé dans l'ensemble des formations que nous avons organisées, par exemple en partenariat avec nos partenaires du ACR ou bien avec nos autres partenaires associatifs, en faveur des professionnels des médias au niveau central ici à Rabat, mais aussi au niveau de plusieurs régions là où on était. Et là, la question qui se répète le plus, ça pourrait être lié à l'instauration d'un cadre de terminologie qui est assez clair, qui nous aide à dépasser l'ambiguïté dans le traitement de la question des migrations dans les médias, de ne pas confondre les migrants aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, etc. Ce qui est aussi important, c'est que les professionnels des médias, que ce soit experts en migration ou bien généralistes, ils doivent prendre en considération, ils doivent accaparer plus de connaissances sur le cadre légal, je dirais le cadre normatif international lié à l'immigration et à l'asile, mais aussi et surtout, je pense, au cadre légal lié à la migration au Maroc. Il faut bien, je dirais, comprendre le cadre légal relatif aux migrants, à la migration généralement parlant, parce qu'on ne peut pas interpréter des choses sans avoir connaissance par exemple, des lois qui sont en place ou bien des lois qui sont en train de mise en place et de renouvellement. Donc, ce que nous avons essayé de faire depuis tout ce moment, c'est nous avons organisé, je me rappelle, en 2015, le premier séminaire international qui a été dédié au traitement de la question des médias
et migration. Je pense à ce niveau-là, c'était le kick-off de nos activités par rapport à la question de la communication. Certes, dans ces situations assez particulières liées à la pandémie du Covid-19, nous avons vu, encore une fois, nous avons assisté... Une minute encore. Shahal? Une minute. Rapidement, merci. Nous avons aussi, dans le cadre du travail, dans cette situation de pandémie, nous avons vu qu'il y a eu un effort de mise en place d'activités de communication, que ce soit à travers les médias traditionnels ou bien à travers les médias sociaux et les réseaux sociaux. Bon, ce qui a été proposé par le ministère de la Santé et les canaux de communication nationaux, c'était de mettre en place les campagnes de sensibilisation en plusieurs langues, mais nous avons essayé quand même avec nos partenaires de dépasser cette ce besoin en termes de communication spécifique pour cette situation. Plusieurs de nos partenaires ont mis en place et ont élaboré des outils de communication très innovants. Une dernière remarque, c'est une remarque un peu plus personnelle. Ce que nous avons remarqué dans la couverture médiatique au niveau du Maroc par rapport à cette situation de pandémie, c'est qu'il y a eu vraiment une pénurie de traitement en ce qui concerne la situation des migrants et les besoins des migrants, sauf pour les personnes qui sont plus impliquées dans cette thématique et plus spécialisées dans cette thématique. Tout à fait, très excellente remarque, très peu d'articles sur le sujet. C'est Alami, il y a une question de ML Qaibous qui participe avec nous. En fait, c'est une question qui s'adresse à vous, je pense. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur le nombre des réfugiés ou généralement des immigrants qui ont pu bénéficier de vos programmes d'assistance? Et est-ce que vos aides étaient basées sur des régions spécifiques ou bien c'était une couverture sur tout le territoire national? Donc, le nombre de bénéficiaires et les zones couvertes. J'ai bien fait référence au début à cette question-là. Bon, je commence par la dernière question. En fait, ce n'était pas le ministère qui a mis en place ces activités. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'assurer la communication et ce passage d'informations entre l'ensemble des partenaires, que ce soit ici au niveau central, mais avec nos partenaires au niveau territorial. C'est-à-dire que c'était des actions mises en place par plusieurs partenaires, mais qui a été d'une manière ou d'une autre, je dirais pas gérée, mais on a essayé un petit peu de regrouper toutes les informations, de voir où est-ce qu'il y a un manque en termes... Comment? Un rôle de coordination. Exactement, c'était plutôt un rôle de coordination, mais qui était assez intéressant parce qu'il nous a aidé à dépasser la question du parallélisme et de la répétition des actions, notamment dans certains territoires. Les actions ont couvert l'ensemble du territoire national. J'ai bien précisé que plusieurs des actions étaient des actions bénévoles, même sans coordination avec les ministères. Et c'est pour cette raison que j'ai mentionné la naissance, je ne dirais pas la naissance, mais c'était un très grand renforcement de l'esprit de solidarité nationale sans distinction, que ce soit un Marocain ou bien un étranger. Pour ce qui est de la question des chiffres, je peux dire que jusqu'à maintenant, je ne peux pas parler d'un chiffre global des bénéficiaires parce que ce qui nous a été rapporté par nos partenaires, c'était des fois un nombre des bénéficiaires, des individus, je veux dire, mais d'autres fois, c'était plutôt des bénéficiaires en termes de ménage. Et là, ça rend un petit peu la tâche difficile de parler maintenant d'un nombre définitif. Je suis sûr que les bénéficiaires dépassent les dizaines de mille parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, mais je suis sûr que, par exemple, dans un seul ménage, il y a des personnes qui ont bénéficié de plusieurs choses à la fois, que ce soit en termes d'assistance médicale, communication, assistance psychologique ou bien assistance éducative pour les enfants et les étudiants. Merci Saad, merci pour ces précisions. Donc on attendra les chiffres, hein. On fera le suivi avec vous sur les chiffres quand vous aurez des chiffres globaux. C'est intéressant d'avoir vos chiffres aussi. Et une question aussi de Khadija Sharqi, donc à Cécile, adressée à Cécile. Donc la question est la suivante. Concernant les associations syndicales et humanitaires en Italie, comment gère-t-elle la situation des réfugiés vivant actuellement sur son territoire, sur le territoire italien?
Et par principe de solidarité, le gouvernement italien accorde-t-il une régularisation aux demandeurs d'asile, comme le cas du Portugal? Je pense qu'elle Khadija elle confond avec les migrants, mais grosso modo, la question elle concerne le travail des associations syndicales et humanitaires. Alors, très brièvement, sur la deuxième question, le gouvernement italien a effectivement adopté un décret dans la lignée de celui qui a été adopté au Portugal, maintenant avec des clauses qui sont différentes. Je pense que plutôt que par principe de solidarité, il serait plus juste de dire que c'est par principe simplement pragmatique, parce que le secteur agricole a besoin de la main-d'œuvre constituée en grande partie de personnes qui étaient en possession d'un titre de séjour. Et donc, deuxième chose importante, ce ne sont pas les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui avaient un titre de séjour qui n'est plus valable depuis le 31 octobre. Ça veut dire que les personnes concernées avant cette période sont exclues du décret de régularisation potentielle et de fait, ça limite l'accès à cette régularisation pour tout un tas de personnes qui sont pourtant présentes sur le territoire. Ça amène à répondre à la deuxième question. Les organisations syndicales ont beaucoup défendu les catégories de travailleurs migrants dans la lignée de ce décret. On a eu quelque chose qui était assez intéressant le 21 mai. Après la promulgation du décret, où un syndicaliste d'origine ivoirienne qui travaille en Italie depuis maintenant plusieurs années, qui a à cœur de défendre justement les droits des travailleurs agricoles d'origine étrangère, a expliqué que ce décret n'allait pas assez loin, qu'il excluait trop de travailleurs, trop de personnes dont le permis de séjour n'était plus en règle, et donc il a appelé à une grève dans les champs, ce qui est relativement inédit dans la mesure où c'est normalement une catégorie de travailleurs extrêmement fragilisée et qui n'a que très peu de droits, qui est souvent, qui travaille dans des conditions absolument terribles. Donc je pense que d'un point de vue des organisations syndicales, ça c'est un combat important et intéressant à suivre. D'un point de vue des organisations humanitaires, on a deux choses. On a les organisations humanitaires qui tentent d'apporter une aide d'urgence aux demandeurs d'asile et réfugiés qui sont arrivés récemment sur les côtes italiennes. Et puis, d'autre part, on a les organisations humanitaires qui, elles, se concentrent sur les qui sont présents depuis plus de temps sur le territoire, qui se sont retrouvés particulièrement fragilisés à cause de la pandémie. Et on a vu la mise en place de plusieurs projets liés au Covid-19, mais qui en réalité, c'est parce que c'était une manière aussi de débloquer des fonds pour pouvoir offrir une tutelle, notamment sanitaire, à ces personnes qui sont en situation de grande précarité. Je pense que j'ai pas activé mon micro. Je continue avec toi. Si je te demande tes recommandations rapidement, une ou deux recommandations pour les médias pour conclure ce débat. Je pense que la première, je pense que la première, c'est évidemment de retourner dès que possible et autant que possible sur le terrain pour retrouver un accès à cette source primaire d'information qui sont les témoignages immédiats et directs de ces personnes en situation de migration, quelle que soit leur situation administrative. La terminologie peut varier. La deuxième chose, je pense, c'est qu'il faut être extrêmement attentif aux effets dominos. On a eu une crise sanitaire qui a provoqué des problèmes extrêmement immédiats, comme on l'a dit, d'accès au marché du travail, de paiement des loyers, etc. Mais je pense que ça va provoquer des déséquilibres durables et que ça va être quelque chose avec des effets de chaîne. Et en tant que journaliste, je pense que pour couvrir l'intégralité de la problématique, il va falloir être attentif à tout ce que ça provoque en réaction, notamment, par exemple, dans les pays d'origine des travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus recevoir aucun salaire de la part des personnes qui sont en Europe? Je pense que tout ça, c'est des sujets qui peuvent être intéressants et qui nous amènent à couvrir les conséquences de cette pandémie auprès des populations réfugiées dans leur globalité, dans leur totalité. Voilà de manière assez brève. Et puis, très vite, la dernière chose, c'est aussi, en tout cas côté européen, je pense que cette pandémie peut être l'occasion de parler des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants qui sont présents sur les territoires, non pas simplement comme des personnes en demande de quelque chose, mais aussi comme des gens qui apportent à ces sociétés. On l'a remarqué, ils sont extrêmement utiles, ils sont
intégrés dans le tissu économique, dans le tissu social, et je pense qu'il serait temps de les raconter comme des acteurs de cette société et pas uniquement comme des personnes passives. Voilà. Je note deux recommandations, un retour du terrain au terrain pour les journalistes et un nouveau récit sur les questions migratoires. Construire un nouveau récit au-delà du récit stéréotypé véhiculé sur cette population. On continue avec Rita Zine. Je ne sais pas si Rita peut Salah, intervenir. Euh, Salah, oui. excuse-moi, Irini, qui a un commentaire extrêmement pertinent et ça serait bien de lui donner la... J'ai vu ton message, j'ai vu sa demande, bien sûr. Je termine le tour de Allô? table avec les journalistes et on conclut avec Madame, si elle est d'accord, bien sûr. On continue juste le tour de table avec les journalistes, donc Rita et ensuite Mbroka et Madame. Donc Rita Zine, si ton micro fonctionne, vas-y. Oui. Sinon, on enchaîne avec Mbroka. Alors, pour ma part, en fait, je voulais enchaîner sur les recommandations de Cécile parce que, effectivement, je pense que l'aspect le plus intéressant ou l'un des aspects intéressants, en tout cas, de la couverture médiatique sur les questions migratoires et ce qu'elle peut générer comme débat positif, c'est de contribuer à poser la question, en tout cas, de la situation sociale de ces personnes migrantes. La question s'est posée en Europe beaucoup en raison du besoin de la main-d'œuvre, mais je pense que la question mériterait d'être posée, c'est-à-dire d'un point de vue journalistique, médiatique, communicationnel et institutionnel, dans la mesure où il faudrait peut-être s'intéresser aux conditions de vie de ces personnes-là qui génèrent en fait, qui paient des impôts à l'État marocain, qui contribuent à l'activité économique nationale, mais qui sont invisibilisés. Et je pense que la crise sanitaire, en tout cas, doit être une occasion, une bonne occasion de recentrer, c'est-à-dire sur l'humain, mais dans le cadre d'une démarche inclusive, justement de faire que tous les droits soient accessibles à toutes les personnes, qu'elles soient migrantes ou non. Nous l'avons vu et nous en avons vu d'ailleurs l'efficacité pendant la pandémie. Et je pense que cela ne doit pas être une exception par la suite. Donc, je pense que journalistiquement parlant, il faudrait peut-être se saisir de cette question et donner justement la parole aux premiers acteurs concernés, c'est-à-dire les personnes migrantes, qu'on a beaucoup moins vu d'ailleurs dans les productions journalistiques en temps de pandémie. La société civile, bien sûr, c'est-à-dire les acteurs qui travaillent directement avec ces personnes migrantes. Et je le disais en début de mon intervention, c'était véritablement nos éclaireurs en tant que journalistes pendant le confinement sanitaire. Et puis, bien sûr, les acteurs institutionnels. Et je pense que le débat devrait être posé sereinement. Merci. Merci Rita pour ces recommandations d'insister sur ces points-là. Mbroka, notre collègue consort de Tunisie, si tu peux nous donner en 3 minutes tes recommandations. Oui, en fait, j'ajouterais aussi peut-être pour les recommandations de mes collègues, j'avoue que nous, journalistes, on doit vraiment multiplier le travail sur le fond de ce thème migratoire. Aussi, les rédacteurs en chef et les médias eux-mêmes doivent avoir la conviction et la conscience que le thème est une responsabilité et une nécessité aussi de le traiter sur les médias, soit tunisiens ou à l'international. Je propose aussi comme recommandation renforcer les connaissances et la compréhension des journalistes de ce thème et la question migratoire, parce que malheureusement, il y a jusqu'aujourd'hui des journalistes qui peuvent pas faire la distinction entre un réfugié, un demandeur d'asile et un migrant. Et là, c'est vraiment la nécessité de former les journalistes et de renforcer leurs capacités sur la question migratoire. Moi-même, comme journaliste, par exemple, j'étais formée
par Tunisie Terre d'Asile sur la question migratoire et c'était vraiment bénéfique pour moi pour que je puisse faire la différence entre les concepts, comprendre un peu l'aspect juridique de ce thème et avoir aussi des idées sur des sujets à traiter au futur. Je peux aussi citer parmi les recommandations, c'est d'avoir un réseau peut-être maghrébin, un réseau régional, des journalistes qui traitent le sujet de la migration. Et ils peuvent vraiment travailler sur du sujet en commun même, parce que quand j'ai assisté à ce webinaire, j'ai bien compris que la situation au Maroc est similaire à celle de la Tunisie et peut-être aussi en Algérie. Et donc, ça pourra être aussi même des sujets qui traitent la question migratoire dans toute la région du Maghreb. Et comme ça, on peut contribuer à un travail journalistique de fond qui peut aider à donner des informations à nos auditeurs. Aussi, je peux citer ici une initiative en Tunisie. Dernièrement, ils ont créé, c'est l'Institut arabe des droits humains qui a installé une radio qui s'appelle la radio Saïda. C'est une radio spécialisée dans le domaine des droits de l'homme. Et cette radio elle est en train de mettre aujourd'hui le plan de sa programmation au futur. Parmi les programmes qui auront lieu, c'est 2 programmes qui seront modérés par des réfugiés eux-mêmes, qui vont s'adresser à des réfugiés comme eux. Et donc, je crois avoir une initiative d'installer un média spécialiste dans le domaine des droits de l'homme et aussi traiter des sujets de la communauté migratoire, dire les migrants, et animer des débats par les migrants eux-mêmes, ça pourra vraiment vulgariser l'information, ça pourra mettre l'accent sur les vraies problématiques des migrants en Tunisie ou aussi dans la région du monde arabe. Donc, c'est un peu ça mes recommandations. Merci pour ces riches recommandations. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses, il y a de la consistance. Donc, donner la parole aux migrants, réfugiés via des médias spécialisés, travailler sur le terrain, faire du réseautage. Merci Mbroka, merci pour cette contribution des 3 journalistes. Je terminerai ce panel avec une intervention de professeur Lemrini, Amina. Professeur, à vous la parole pour 5 minutes. Si vous pouvez, intervenir. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, bon, moi, j'ai écrit un petit peu ma recommandation sous forme de questions, mais si vous voulez, je peux la refaire. Tout d'abord, je vous félicite pour cette idée très, très pertinente et je crois que vraiment, c'est un débat très intéressant. La thématique est très, très intéressante. Alors, ma recommandation, justement, elle est sous forme de questionnement. Je me dis, en vous écoutant tous et toutes, est-ce que l'étendue de la pandémie et le confinement, avec tout ce qu'il y a eu comme mesures, est-ce que c'est ces choses-là qui ont réduit l'intervention des journalistes? Ou bien, il faut ajouter à cela, bien sûr, un manque en termes de grille adaptée à cette situation. Je m'explique. Il existe énormément d'outils, de guides, de manuels produits par le HCR et d'autres organismes, justement destinés au renforcement des capacités des journalistes et des professionnels des médias pour qu'ils puissent bien traiter la question des asiles sous une approche droit, comme le disait tout à l'heure si bien Dalila. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, est-ce suffisant? Ou peut-être que ce qu'on a vécu tous pendant ces 3 ou 4 mois, profession de façon générale, peut-être par d'autres choses, par d'autres items, par d'autres questions. J'imagine que pendant cette pandémie, des journalistes étaient perdus, ils ne savaient pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui se sont. Il y a déjà la vulnérabilité donc des migrants, la vulnérabilité donc humaine sur tous les plans donc de la population dont on s'occupe, et il y a en plus la pandémie. Donc peut-être que réfléchir à l'outil, à la grille d'analyse pourrait dire voilà, dans des périodes comme celle-ci, voilà les priorités.
Et pour ne pas laisser les priorités et aller à des questions de détail, puisque tout est intéressant dans ce domaine-là. Donc, ma recommandation, c'est de dire, voilà, nous avons une expérience de 3 mois, voilà, nous avons vécu tout ce que nous avons vécu, c'était très intense. Alors, peut-être aujourd'hui, il faut réfléchir à consolider les outils que nous avons et peut-être se dire, dans des situations pareilles, comment un journaliste doit se comporter, par quoi il doit commencer. Je sais qu'en droit de l'homme, on hiérarchise jamais, tout est important, mais un travail aussi de journaliste qui doit faire une couverture de 3 minutes ou de 5 minutes, il faut se dire, voilà, par quoi je dois commencer, et voilà, et qu'est-ce qui est le plus, voilà, dans le travail que je Merci. Merci, professeur. Merci pour cette recommandation, je trouve pertinente, qui nous rappelle l'approche la nécessité d'avoir une approche holiste et systémique du traitement des questions migratoires. Rappeler qu'on doit donc merci à tous les merci intervenants, participants. Merci à vous, professeur. Donc, je disais, merci d'avoir rappelé qu'il faudrait avoir une approche systémique et holiste des questions migratoires, de lier les questions internationales par les questions locales. Je tiens à remercier Dalil Aznati du HCR, Saad Alami du ministère délégué chargé des Marocains résidents à l'étranger, Céline Desbarges d'Italie, Mbrouka Khedif de Tunisie, Ritazine du Maroc, et à l'ensemble des participants qui ont posé leurs questions et qui nous ont suivis. Moi, j'ai une recommandation, si vous permettez. Je vous invite aux journalistes, des étudiants qui nous suivent, de lire la charte pour la couverture médiatique des migrations. C'est un nouveau texte qu'on a élaboré, d'ailleurs, Cécile est parmi parmi les collègues qui ont contribué à ce texte. Donc, il y a la charte éthique pour la couverture médiatique des migrations. Je tiens aussi à remercier l'équipe du HCR qui a préparé ça, donc Sarah Mourtader, Asah Gouchi et l'ensemble de l'équipe du HCR. Je salue la Fondation Orient-Occident qui était présent avec nous lors de cet échange. Et je fais une petite annonce. Pour demain, vu que la semaine des réfugiés continue. Donc, il y a demain un webinar à la même heure. Donc, demain, mercredi 17 juin, 15 h, donc sur les questions des enfants réfugiés et migrants, donc les mineurs non accompagnés, protéger et autonomiser les enfants et réfugiés migrants au Maroc. Donc, n'hésitez pas à assister aussi à ce débat-là. Donc, il continue, il sera modéré par Mina Beaumont de l'Agence des Nations Unies au Maroc. Donc, merci encore une fois et on se donne rendez-vous toute la semaine à la même heure pour des débats liés aux questions de réfugiés. Merci beaucoup. Merci pour l'excellente modération. Merci. 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 Merci tout le monde. Merci, à bientôt. Merci. Restez pour ceux qui ont Oui. les panélistes pour remercier. Parce qu'on était dans les conditions du direct. Donc maintenant, on est en direct, mais dans les conditions du direct.